Ok, donc Jean-Michel Torres, comme ça a été dit, je travaille chez IBM, donc à Montpellier. À Montpellier, nous avons créé un petit centre de compétences qui propose et qui délivre du support aux utilisateurs des ordinateurs quantiques d'IBM. Donc ça veut dire qu'il existe des ordinateurs quantiques et qu'il existe des utilisateurs. Depuis longtemps, IBM a travaillé au niveau de la recherche et continue à travailler au niveau de la recherche, à développer ce domaine du calcul quantique. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, simplement une date clé. En 2016, nous avons un collègue là, Olivier a mis l'initiative quantique à Montpellier à IBM. Donc, en 2016, IBM a ouvert le monde quantique complètement, elle l'a ouvert complètement. C'est-à-dire que depuis mai 2016, tout le monde peut aller regarder les ordinateurs quantiques d'IBM, tout le monde peut aller travailler avec et de manière libre et gratuite. Donc voilà donc qui je suis, d'où je viens et ce qui se passe avec IBM. Alors ce que IBM fait, l'initiative d'IBM Quantum, ça repose là-dessus, mais aussi sur donc d'une part du développement de machines évidemment et d'un environnement de programmation et aussi beaucoup de la structuration de ce qu'on appelle un réseau, un IBM Network Quantum, un réseau de partenariat avec des universités, des centres de recherche, des startups et des industriels et des entreprises qui utilisent les ordinateurs. Et donc on intervient, si vous voulez, depuis la recherche et vraiment on se régale à faire des qubits avec toute la physique qu'il y a dessous et on fait progresser nos ordinateurs en même temps que donc l'aspect environnement de développement et accompagnement des entreprises vers des cas d'usage. Je peux développer. On va développer ensemble après, peut-être, mais merci beaucoup. Marc, à ton tour, donc toi, tu es chez EDF. Ça fait combien de temps présente-toi pour commencer, on va être poli. Et ça fait combien de temps que EDF s'intéresse à l'informatique quantique? Historiquement, ça vient d'où cet intérêt pour le quantique? Parce que vous êtes un des acteurs les plus précurseurs côté utilisateur, je dirais, en France. Donc c'est intéressant d'avoir un peu l'historique de la démarche. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc oui, Marc Porcheron, je pilote actuellement le projet qui a été initié donc, il y a un peu plus de 2 ans au centre de recherche d'EDF. Bon, je pense qu'EDF tout le monde connaît, par contre son centre de recherche, quelques mots quand même. Surtout pour vous donner quand même la dimension de ce centre de recherche, hein, qui est pas indifférente à la manière avec laquelle on s'y prend sur le sujet que tu soulèves. Donc on est 1500 chercheurs, hein, c'est un centre intégré qui couvre la recherche dans tous les métiers d'EDF. Donc production, transport, distribution d'énergie, bien sûr, mais aussi tout ce qui est management de l'énergie, sûreté des installations de production. Donc c'est un gros centre de recherche, hein, probablement un des plus gros du monde dans le domaine énergétique. Et ce centre de recherche intégré nous donne la chance de pouvoir investir et investiguer des sujets qui sont encore, je crois, comme le quantique aujourd'hui, qui sont plein de promesses, mais encore relativement prospectifs du point de vue de leur utilisation. Et donc, il ne nous a pas échappé, comme à tout le monde, il y a maintenant à peu près 3 ans, qu'il se passait quelque chose, hein. Aussi bien dans le domaine, disons, du hardware, hein, des progrès qui ont été évoqués tout à l'heure, avec ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, hein, les progrès indéniables faits par les physiciens sur la capacité à manipuler donc des particules au niveau quantique et à faire des qubits avec, et aussi au niveau algorithmique, où on a commencé à voir de nombreux algorithmes qui commençaient à sortir. Alors il y a bien sûr les algorithmes historiques, hein, de Shor ou de Grover que tout le monde connaît, mais il faut voir qu'aujourd'hui, si vous allez dans le quantum algorithmique Zoho, hein, vous allez trouver plusieurs dizaines d'algos quantiques qui présentent des speed-up, hein, des accélérations significatives sur leurs homologues classiques. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et donc, en bon chercheur industriel, on s'est dit... C'était quand, ça? Il y a 3 ans, à peu près. Il y a 3 ans, voilà. tu l'as dit. On s'est dit, on va regarder, on a constitué une petite équipe pour voir comment s'y prendre pour investir ce sujet compliqué. Et comme on fait, c'est un peu notre manière de faire, hein. Une fois qu'on s'est convaincu qu'il y avait quelque chose à regarder, on monte un projet, c'est le projet que je pilote aujourd'hui, et ce projet est transverse à plusieurs départements dans le centre de recherche, et pour faire court, on va en discuter. L'idée, c'est de définir, de regarder les cas d'usage possibles dans les années qui viennent pour les métiers de l'énergie de ces nouvelles technologies quantiques. Alors on va sûrement les détailler après, j'en dis pas plus. Exactement. C'est intéressant, c'était il y a 3-4 ans. Toi, tu dis aussi 3-4 ans, tu parles de 2016 tout à l'heure, c'était les prémices de l'informatique quantique dans le cloud. Donc là, on voit qu'il y a une corrélation entre
amener l'outil à disposition et finalement l'intérêt des entreprises. Donc on voit que le cloud, finalement, c'est un aspect essentiel du développement des processeurs quantiques. Et donc, à ton avis, Jean-Michel, sur le long terme, le business model, si on devait dégager un peu un business model pour l'industrie quantique, c'est quoi? C'est aller installer les ordinateurs quantiques chez le client directement et assurer la maintenance? Ou est-ce que, comme on est en train de le dire, c'est plutôt un modèle cloud qui se dirige pour les prochaines années? Par rapport au GPU, aujourd'hui on accède à des GPU dans le cloud. Est-ce que plus tard l'idée c'est d'accéder, pour que les gens comprennent bien, à ces ordinateurs quantiques à distance et uniquement à distance ou pas? Ouais, c'est une question un peu prospective, c'est un peu flou. C'est difficile de prévoir l'avenir à très long terme, mais tel qu'on le voit pour l'instant, les machines sont assez fragiles, ce sont de bonnes grosses machines, alors pas si grosses que ça. Ça rentre largement dans cette salle-là, hein, contrairement à certains supercalculateurs, ou alors contrairement à des gros ordinateurs centraux d'il y a 25 ans ou 30 ans ne rentraient pas dans cette salle-là. Donc, mais toutefois, ce sont des ordinateurs qui nécessitent de la cryogénie, ça a été dit tout à l'heure. Bon, ce sont des dispositifs assez particuliers. Pour l'instant, pour ce que je crois de l'ensemble des constructeurs, à part D-Wave qui vraiment expédie des machines, mais l'ensemble des constructeurs sont plutôt sur un modèle où les machines sont sous la main du constructeur. C'est plus facile pour l'infrastructure, pour la maintenance, pour plein de raisons, et puis sont mises à disposition dans le cloud. Alors ceci étant, c'est assez vrai ce modèle-là, et ça va rester vrai longtemps. Pour autant, IBM a tout de même expédié et installé une machine en Allemagne, et une en Corée du Sud, au Japon, et puis une dans les mois qui viennent en Corée du Sud. Donc il y a mais c'est pas c'est pas pour faire de la production dans un data center normal. C'est vraiment dans des instituts de recherche qu'on fait ça. Alors j'ajoute aussi dans les toutes dernières nouvelles que oui, non, c'est un modèle cloud. Et dans les toutes dernières nouvelles, alors avant, on a un accès à des machines. Il y a un accès gratuit à des petites machines. Il y a un accès qui est réservé aux gens du Quantum Network pour les machines les plus performantes, les 1000 qubits dont on parlait tout à l'heure par exemple. Et puis depuis quelques semaines, on a ouvert une manière de goûter aux grosses machines en modèle pay as you go. C'est-à-dire que comme pas mal de services dans le cloud, donc c'est assez récent, vous pouvez instancier, aller chez IBM, instancier, mais là par contre il faut mettre une carte bleue et c'est un paiement à la seconde. Ça se compare bien aux autres fournisseurs, mais c'est cher, quoi. Enfin, voilà. Il faut vraiment y aller quand vous avez un besoin. Hein. C'est quand même un certain budget. Ça marche. Tu parles d'ordinateurs, enfin vous parlez un peu tous les deux, je crois, d'ordinateurs quantiques depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est réellement des ordinateurs au sens d'une machine, je vais dire, complètement séparée de l'informatique quantique? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va s'interfacer avec l'informatique quantique, c'est plutôt quelque chose hétérogène, c'est deux mondes complètement séparés? Je pense que ma question est claire. Alors ça c'est tout un sujet. Je pense qu'on a quelqu'un qui est assez pointu sur la question et qui a vraiment développé des idées et qui a une vue sur le futur là-dessus. C'est un ordinateur quantique ou c'est un processeur quantique finalement? Mais oui, ce dont on parle en fait, c'est un ensemble de qubits dont on parlait à Lester tout à l'heure. C'est un ensemble de qubits, ni plus ni moins. C'est ça quand on dit ordinateur quantique, en fait on a réussi à mettre un ensemble de qubits quelque part et un dispositif pour les manipuler, les contrôler et mesurer un résultat de calcul. C'est ça qu'on appelle un ordinateur quantique. Et puis c'est équipé d'une interface d'appareillage électronique qui permettent d'aller faire ce qu'il faut faire sur ces qubits-là. Ouais, c'est ça. Non, on est bien d'accord, pour envoyer des mails avec un ordinateur quantique, on ne va pas faire ce genre de choses. On va avoir un GPU d'un côté, un CPU, un QPU. Il faut voir ça comme une unité de calcul finalement parmi d'autres dans une architecture globale, non? Ouais, exactement. Oui, ça m'amène. C'est pas un monde parallèle. Je vois arriver la question de à quoi ça sert. On va y arriver, voilà. Alors ça ne sert pas à envoyer des mails, c'est ça. L'ordinateur quantique, il fait le peu qu'il sait faire, c'est-à-dire il utilise, alors c'est très intéressant quand même, parce qu'il utilise les principes qui ont été énoncés tout à l'heure, donc la superposition, l'intrication, pour aller faire quelque chose qui est plus que la somme des éléments. Pour aller faire quelque chose que les ordinateurs classiques ne savent pas faire de manière, qu'ils ne savent pas faire tout court. L'idée aussi, peut-être, c'est l'ordinateur quantique ne va pas faire plus vite, il ne va pas très vite, mais il a besoin de moins d'étapes, il fait plus grand, je dirais. Il a besoin de moins d'étapes pour arriver à un résultat. Alors après, avant d'arriver à l'histoire du mail, il faut dire aussi que l'ordinateur quantique, les principes sont très différents,
Et donc, les algorithmes sont très différents. Marc a parlé du quantum zoo. On va redescendre tout en bas de la notion de qu'est-ce que c'est que le calcul. On fait pas, ce sera, je crois, jamais utile d'utiliser un ordinateur quantique pour faire une multiplication. Ça ne sert pas. Enfin, l'ordinateur classique sera, je crois, toujours plus puissant qu'un ordinateur quantique. Voilà. Et donc, ça nous amène à, effectivement, l'ordinateur quantique, il va juste faire des cas particuliers de calcul. Alors, ça veut dire d'une part que il fera pas tout, et les mails, c'est pas du tout l'usage d'un ordinateur quantique, les databases non plus. Mais il fait du calcul et il va s'insérer effectivement comme un QPU dans le cadre d'une application qui va résoudre des problèmes spécifiques de calcul. On ne voit pas du tout l'ordinateur quantique être un ordinateur généraliste. On le voit, comme tu disais, s'intégrer dans une application qui va résoudre un certain nombre de problèmes. C'est un coprocesseur d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Alors, t'arrives sur les applications, ça tombe bien, c'est le gros sujet. Je vais peut-être repasser la main à Marc. Toi, tu es dans le secteur de l'énergie. Quels sont les problèmes historiquement que vous avez identifiés? Vous avez des limitations avec le calcul conventionnel où l'informatique quantique aurait vocation, je ne sais pas forcément tout de suite, mais à terme, à aller plus rapidement sur la résolution de ces problèmes? En fait, il y en a beaucoup. Et pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, pour ce qui nous concerne, nous, je pense que comme beaucoup d'industriels intéressés au sujet, on cherche quand même ce qu'on appelle des avantages quantiques. Donc on espère bien quand même arriver à identifier un certain nombre de problèmes qu'on résout quotidiennement, on va dire, pour les besoins de nos directions opérationnelles d'EDF, par exemple. Je vais en donner quelques exemples. Ou justement l'usage d'un calculateur quantique ou d'un calculateur quantique, d'un processeur quantique spécialisé dans une sous-partie du problème, procurait un réel avantage en termes algorithmiques. C'est bien ce qu'on cherche et on a de bonnes raisons de penser qu'on va y arriver, même si aujourd'hui circonscrire ces problèmes-là et disons la grandeur de ces avantages quantiques n'est pas du tout une chose simple. C'est encore une question scientifique ouverte de savoir ce qu'on peut effectivement gagner. Mais comme on le disait tout à l'heure, la suprématie quantique pour un certain nombre de problèmes est déjà établie, théoriquement. Après, il faut les calculateurs pour pouvoir la mettre en œuvre, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur le papier, on a déjà des algorithmes qui sont prouvés, parfois exponentiellement plus rapides que leurs algorithmes classiques connus aujourd'hui. Alors pour donner des exemples concrets et répondre à ta question, nous, si vous voulez, comme énergéticiens, on réjoue chaque jour. Disons, je vais donner cet exemple parce que c'est le problème peut-être le plus facile pour tout le monde de le saisir. On résout chaque jour des problèmes d'équilibre du réseau électrique, d'équilibre entre l'offre et la demande, des problèmes d'optimisation, par exemple de véhicules électriques qu'on doit affecter à des bornes de recharge. Et pour prendre cette partie un petit peu très intéressante liée au calcul de grands espaces combinatoires discrets, c'est précisément un des champs où le calcul quantique pourrait apporter quelque chose, parce que ces problèmes-là, justement, on n'arrive pas à les résoudre avec des calculateurs classiques, au-delà de certaines tailles d'instances très très limitées. Si je prends cet exemple de devoir affecter des centaines de milliers de véhicules électriques sur des bornes de recharge de manière à limiter le recouvrement entre les intervalles de charge de chacun des véhicules, c'est un problème qui est parfaitement défini comme un problème de coloration de graphes, qui est, on appelle ça NP complet. On ne sait pas le résoudre efficacement sur un calculateur classique, au-delà de toute petite taille d'instance. Et donc, on essaye de regarder en quoi des algorithmes quantiques, des calculateurs quantiques pourraient nous permettre, alors pas forcément là d'avoir des accélérations exponentielles, mais en tout cas de réussir à résoudre plus efficacement ce type de problème-là. Donc j'ai pris cet exemple de l'optimisation, mais on peut citer aussi tout ce qui est la partie plus des physiciens, la simulation quantique des matériaux et de la chimie, la simulation physico-chimique quantique, qui pour nous a beaucoup d'intérêt. On travaille dessus actuellement, par exemple, pour essayer d'améliorer nos prévisions du vieillissement des matériaux sous contrainte dans nos centrales. Contrainte d'irradiation dans les centrales nucléaires ou oxydation pour des matériaux qui sont dans les batteries. Eh bien, la simulation quantique, et ça aussi c'est un magnifique sujet scientifique sur lequel on travaille actuellement et sur lequel beaucoup de laboratoires travaillent, pourrait permettre d'avoir une simulation plus précise de ce qui se passe au niveau de la matière, évidemment puisqu'on est au niveau électronique, et comme cela, avoir par exemple une meilleure vision du vieillissement des matériaux sous contrainte. Vous imaginez l'intérêt que ça a pour EDF en termes de sûreté des installations et aussi en termes par exemple d'analyse de matériaux possibles à mettre dans les batteries lorsqu'on veut savoir comment elles vont vieillir en fonction de l'oxydation qu'elles subissent par exemple. Donc ça, ce sont deux exemples très très concrets, optimisation dans le management d'énergie et puis simulation quantique pour les matériaux
en termes de sûreté des installations ou d'analyse de nouveaux matériaux qui pourraient servir pour les énergies renouvelables. Voilà deux beaux sujets sur lesquels on travaille, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'en cite un troisième, une troisième classe de sujets, c'est tout ce qui touche au machine learning. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est très très utilisé, les techniques de machine learning, pour beaucoup d'applications. C'est le cas aussi à EDF. On utilise ça en particulier pour beaucoup d'applications de prévision de consommation, prévision de production des ENR. Et on pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que le calcul quantique pourrait améliorer l'apprentissage machine, les réseaux de neurones, et donc améliorer ces applicatifs qui sont déjà utilisés dans l'entreprise. Donc voilà trois classes de cas d'usage très concrets, management d'énergie, simulation des matériaux et toutes les applications de prévision dont on a besoin et qui aujourd'hui sont faites par du machine learning qu'on pourrait booster avec ces technos quantiques. J'ai entendu 3 mots-clés dans ce que tu as dit. Enfin, j'ai entendu beaucoup plus que ça, bien sûr, mais essentiellement 3 mots-clés. Tu as parlé d'optimisation, tu as parlé de machine learning et tu as parlé de simulation. On retrouve ça dans le secteur de l'énergie, tu l'as très bien expliqué, mais il n'y a pas que là-dedans qu'on retrouve ça. Est-ce que peut-être, Jean-Michel, tu peux compléter quels sont les autres use cases qu'on va retrouver à travers les verticales, les différents types d'industries, en termes de simulation, optimisation, machine learning? Voilà, c'est exactement le paysage dans lequel IBM aussi organise ses structures, ses axes de recherche, en collaboration avec des industriels. Donc en effet, alors dans l'ordre où on voit arriver les choses, les algorithmes, il y a le côté recherche algorithmique aussi qui est assez productif et qui nous amène un certain nombre de résultats. Alors par exemple, dans l'ordre, on voit arriver la chimie. Maintenant, il y a des algorithmes qui sont des algorithmes de type variationnel qui vont aller interroger le processeur quantique de manière variationnelle, de manière à obtenir une convergence vers un résultat. Mais ça, c'est plutôt dans la science des matériaux qu'on attend des fruits de cette affaire et plutôt en premier lieu. Là, on a des raisons de penser que même avec des machines NISQ, donc dans les années 2020, on a des raisons de penser qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes dans ce domaine. Et là, franchement, la promesse du calcul quantique, il y en a nombreuses, ça a été dit, mais une des promesses du calcul quantique, c'est quand même d'amener quelques ruptures. C'est-à-dire que, oui, on recherche, ça a été dit aussi tout à l'heure par Alastair, la décarbonation. De grands industriels cherchent à trouver des procédés chimiques avec des catalyseurs, ou je ne sais pas, je ne suis pas chimiste pour ma part, mais des procédés de chimie qui permettrait de casser du CO2 en consommant moins qu'il en faut pour le casser. Et donc ça c'est une rupture qui peut changer vraiment la face du monde. On a évoqué les batteries aussi, les batteries électriques. IBM travaille avec Daimler sur ce style de sujet et avec d'autres. Et là aussi, si on trouve une batterie électrique qui est 2 fois plus légère, qui charge 2 fois plus vite et qui embarque 2 fois plus d'ampères-heure, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc il y a la chimie, il y a l'optimisation. Alors le calcul, quand on est dans l'optimisation, effectivement, il y a tous les cas qu'on peut imaginer dans la distribution ou dans l'optimisation. Il y a aussi, pour ne pas se le cacher, pas mal d'intérêt chez les financiers. Chaque matin, un propriétaire de titres doit se poser la question, est-ce que je bouge sur le marché par rapport à mes titres en fonction de prévisions et d'analyse stochastique et d'analyse historique, etc. Et ça, ce sont des calculs qui, de la même manière, deviennent très vite très compliqués. Et avoir un avantage dans ce domaine-là permet effectivement d'optimiser des portefeuilles. Et ça, c'est le Graal des gens qui gèrent des masses de finances. Et enfin, le machine learning. Alors nous, on le voit peut-être pas tout de suite, pas demain non plus, mais dans quelques années. Ce qu'il faut se dire, c'est que le calculateur quantique, ça peut être vu aussi comme une machine d'algèbre linéaire, mais grande. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, ça ne va pas plus vite, mais ça fait plus de choses. À chaque fois qu'on ajoute un qubit dans l'affaire, vous voyez, c'est modeste, on parle de 1000 qubits au mieux au fond de la charte. On a 127, voilà. À chaque fois qu'on ajoute un qubit, en fait, on double la taille de l'espace de calcul, ou on double la taille de la matrice avec laquelle on peut travailler. Et quand on parle d'une matrice qui a 2 puissance, 50 colonnes, c'est une très grande matrice. Et l'algèbre linéaire, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui font de la régression dans les réseaux de neurones, d'où une certaine promesse. Maintenant, ça ne vient pas gratuitement non plus. C'est compliqué, c'est un chemin qui a été ouvert, je crois, en 2008 avec un algorithme qui s'appelle HHL et qui promet une inversion de matrice en temps exponentiellement meilleur que classiquement. Et donc ça fait briller les yeux des gens qui s'intéressent à ça.
Il y a une grande promesse. Hein. C'est l'aspect exponentiel de cette affaire qui va entraîner, peut-être, c'est pas prouvé, des ruptures. Bon, voilà, ça fait donc maintenant 15 ans que les gens travaillent sur le machine learning. Il y a des résultats. Il y a des difficultés. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien signaler de temps en temps, c'est dans toute cette recherche, il y a des effets collatéraux bénéfiques pour le calcul classique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, la découverte qu'on a fait en se replongeant, en décortiquant, en déconstruisant complètement les algorithmes classiques dans un mode quantique, avec les principes du calcul quantique, finalement, on peut se rendre compte, et c'est arrivé dans quelques cas, que finalement, c'est utile, on déquantise l'algorithme et on peut le passer sur une machine classique avec un certain bénéfice. Voilà, j'étais un peu long. Juste pour ajouter un mot, la métrologie, ça a été évoqué dans la présentation. Les capteurs. Voilà, les capteurs, oui. Les progrès qui ont été faits en métrologie quantique, qui évidemment nous intéressent, vous pouvez l'imaginer, pour tout ce qui est capteurs, instrumentalisation dans les centrales, pour la surveillance en particulier des moyens de production. C'est aussi un sujet. Du temps qu'on y est, il y a aussi la communication. Est-ce que la communication quantique, la cryptographie quantique, sur des infrastructures, je vais dire, très haut niveau de sûreté, c'est des choses sur lesquelles vous planchez un petit peu également, ou c'est encore un sujet à la marge? Alors c'est un sujet intéressant, il faut distinguer deux choses. Alors je pense que comme tout le monde, on est intéressé à ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire d'avoir des moyens qui tournent sur des ordinateurs classiques, de se protéger de futures attaques quantiques, typiquement celle de Shor. Alors là, il y a des entreprises dans la salle, mais les dernières recommandations des grands organismes de certification, en particulier l'ANSI en France, disent qu'il faut commencer à s'y intéresser vraiment très très sérieusement. Puisque d'ici quelques années, on ne sait pas exactement quand, des calculateurs quantiques peut-être faits par IBM seront suffisamment puissants pour implémenter ce fameux algorithme de Shor. Et ça veut dire que une grande partie de la cryptographie actuelle va être cassée, cassable. Et donc il y a déjà des recommandations très précises de l'ANSI qui disent qu'il faut par exemple déjà dans les cahiers des charges des logiciels qu'on développe ou qu'on fait développer par des sous-traitants, inclure un certain nombre de recommandations de manière à ce que ces logiciels soient protégés de ces futures attaques dans les années qui viennent. Donc ça, c'est une partie qui nous intéresse évidemment beaucoup, parce que comme tout le monde, grand utilisateur de systèmes d'information et de moyens de calcul, grand aussi propriétaire de données, d'expertise, on doit protéger ça de ces futures attaques. Donc ça, c'est un sujet fondamental, je pense, pour tout le monde. Et après, il y a le deuxième volet, qui est celui des communications quantiques et de la cybersécurité, alors là, quantique, avec la distribution de clés quantiques, etc., les réseaux, l'Internet quantique et tout ça. Là, c'est vrai que pour nous, EDF, on voit ça pour le moment encore d'un peu plus loin, parce que déjà, c'est encore très, très prospectif. Et puis, on serait de potentiels utilisateurs, mais on n'est pas immédiatement impacté par ces technos-là. D'accord, je te remercie. Je te conserve, je continue avec toi. On a parlé des use cases, on a cité quelques-uns. Maintenant, ce qui va intéresser, je pense, les gens dans la salle, c'est le déploiement, c'est la stratégie d'entreprise. Comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de se dire, moi, une entreprise, je vais faire de l'informatique quantique en solo dans mon coin? Est-ce que ça passe forcément par des partenariats? Est-ce qu'on peut comment on forme les équipes? Comment vous y êtes pris? Oui, alors c'est une question très, très importante, parce que nous, notre leitmotiv là-dedans, c'est pas tout seul. Et encore, comme je le disais en introduction, on a la chance d'être un centre de recherche avec des moyens conséquents. Mais je pense qu'en effet, pour une entreprise plus petite, c'est extrêmement difficile de se lancer là-dedans, et surtout pas tout seul. Donc on promeut et on défend vraiment l'idée partenariale. Et donc on a tout un programme de recherche qui accompagne ce projet, de montage de partenariats industriels et académiques. Et par exemple, tous les sujets que j'ai cités là sont structurés autour de thèses. Et donc évidemment, ces thèses sont des thèses CIFRE qu'on monte en collaboration avec des partenaires académiques qui nous accompagnent. Et puis on a des partenariats ciblés avec d'autres industriels, par exemple avec Thales, sur des sujets particuliers comme les approches quantiques pour la résolution des ODP dans nos codes de maillage, qui sont des manières de simuler aussi des processus physiques et chimiques et électromagnétiques. Et on va là, pour le coup, faire des partenariats ciblés avec des industriels sur un sujet particulier. Donc c'est clair que il nous semble que c'est impossible d'avancer dans ce domaine, dans son coin, et qu'il faut faire ça en structurant la réflexion autour de partenariats de recherche avec les grands acteurs académiques, industriels, les grands centres qui travaillent sur le sujet. Ouais. Okay. Je continue un peu dans les partenariats, ça commence à en parler. L'industrie quantique, elle se décompose avec des acteurs, qui sont très différents. Là, aujourd'hui, on a IBM, qui est
grande entreprise de la tech, tout le monde connaît, mais dans le quantique, il y a également des plus petites boîtes. EDF, je sais que vous collaborez avec une entreprise parisienne qui s'appelle Pascal. Est-ce que c'est la seule entreprise avec laquelle vous collaborez? Pourquoi travailler plutôt vers une start-up? Est-ce que vous collaborez également avec des plus grands acteurs? D'accord. Oui, alors. C'est quoi la démarche, quoi? Voilà, alors en fait, nous, si vous voulez, comme notre but, c'est finalement d'expérimenter, de monter en compétences, hein, tu citais ce problème, de monter en compétences internes sur le sujet, finalement, les acteurs avec qui on voit qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, et quand on peut le faire, on le fait. Hein. Et donc effectivement, ça peut être des acteurs de tailles différentes. Donc tu as cité Pascal, qui est un partenaire important pour nous. Donc Pascal, c'est une des nombreuses startups françaises, hein, qui développe une technologie particulière de hardware quantique et qui a fait d'énormes progrès ces dernières années. Mais il y en a d'autres. Hein. On va commencer à travailler avec Candela, par exemple, hein, cette année, sur un sujet de recherche. On a des relations avec d'autres startups, Alice et Bob, C12, etc. Donc on regarde les technos, on discute avec les gens, et puis quand on voit qu'on peut monter un partenariat intéressant sur un sujet particulier, on essaie d'expérimenter la techno. C'est ce qui s'est passé avec Pascal. On a eu des résultats très, très encourageants sur nos problèmes d'optimisation que je citais tout à l'heure. Et là, c'était très, très intéressant. C'était passionnant parce qu'on a carrément porté des algorithmes d'optimisation quantique sur leur machine. Alors à l'époque, c'était un émulateur de leur machine. Mais donc, on a vu comment faire tourner les algos sur ce hardware particulier à base d'atomes froids et comment on pouvait justement utiliser les particularités de ce hardware pour avoir des résultats intéressants. À côté de ça, on a aussi des collaborations avec des acteurs beaucoup plus importants. En termes de fournisseurs de moyens de calcul, on travaille beaucoup avec Atos. Hein. Alors Atos, ce n'est pas un fabricant de calculateurs quantiques, c'est un fabricant d'un émulateur de calculateur quantique très, très connu, la QLM. Et Atos est un partenaire important pour nous. C'est intéressant parce que c'est aussi notre fournisseur de HPC classique, EDF, R&D. Donc on se connaît très très bien et ils nous ont beaucoup aidés au début pour nous mettre le pied à l'étrier dans ce monde-là. Et puis pour terminer, un autre exemple, on a travaillé avec D-Wave l'année dernière. On a testé leur quantum annealer sur des problèmes de machine learning, de paramétrage de réseaux de neurones. Et donc voilà, pour nous les partenariats, c'est à la fois académique, pour les co-directions de thèse, les projets européens, bien sûr, très importants aussi, je ne les ai pas cités. On en parlera après, ouais. D'accord. Et donc, acteurs académiques et acteurs industriels de toute taille, dès lors qu'on trouve un sujet de recherche intéressant. D'accord. Donc, vraiment, ce n'est pas tant la taille qui compte, c'est davantage, finalement, rigole pas, c'est finalement l'approche physique de chaque... Tu essayes de tester avec des acteurs qui proposent chacun une approche physique différente pour fabriquer des processeurs quantiques et essayer de voir finalement chaque problème industriel sur quel processeur il va fitter le mieux et tirer le meilleur finalement de chaque approche, sachant qu'en 2022, il n'y a pas finalement une approche qui se démarque réellement des autres. Donc on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on itère on teste avec plusieurs... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelles sont les approches en termes hardware qui vont vraiment dominer dans les années qui viennent. Il y aura peut-être même plusieurs. Et donc pour nous, c'est intéressant de tester. Donc, finalement, tu es de côté déploiement. Tu n'es pas dans une approche qu'on pourrait qualifier de diagnostic, dans le sens où ton algorithme peut être adapté finalement à n'importe quel processeur. C'est une couche très abstraite, très mathématique. Tu rentres réellement dans la physique de chaque système. Donc ça demande également peut-être de former tes équipes à la physique quantique, au-delà de les former à l'algorithmique quantique, c'est aux couches hautes. Ça passe par de la formation même sur les couches basses, c'est un petit peu le message que tu fais passer. Alors, je pense qu'il faut distinguer peut-être deux périodes. Je pense que dans les années qui viennent, si l'informatique quantique se développe, on va avoir de plus en plus de couches, de piles de software qui vont permettre aux gens de s'abstraire des couches physiques. Et c'est une bonne chose. Je pense. C'est ce qui s'est passé dans l'informatique classique. Il est en train de se développer un génie logiciel quantique, et on travaille en particulier avec des labos comme celui de Centrale Supélec, Benoît Valiron, ou de l'École normale supérieure là-dessus, où là il s'agit justement de s'abstraire des couches physiques pour essayer de déterminer les propriétés très générales des algorithmes pour améliorer la manière de les compiler finalement, quelle que soit la cible matérielle qu'on vise. Donc je pense qu'on va aller vers ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe et puis déjà expérimenter, comme ces couches logicielles n'existent pas encore, qui nous permettraient peut-être d'avoir le meilleur résultat, quelle que soit la couche matérielle la plus basse, c'est intéressant de tester différentes technos qui peuvent être plus ou moins bien adaptées à tel ou tel problème. Donc je dirais qu'on est agnostique sur le matériel final qui fonctionnera le mieux.
Par contre, ça nous intéresse de regarder quel est l'intérêt qu'il y a à tester telle approche sur tel matériel aujourd'hui. Voilà. Donc en 2022, on va coder très proche du hardware pour lutter contre le bruit, essentiellement. En 2050, on veut coder en agnostique pour avoir quelque chose d'approche universelle qui va marcher partout, le code s'adapte. Si je résume. Bon. Non, juste pour rebondir sur ce qui a été dit là, l'approche d'IBM, c'est très parallèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus décrété que ce seront les Supra tels qu'on les fait aujourd'hui qui seront l'avenir. On reste à la veille sur d'autres technologies. Là, par exemple, Qiskit permet de travailler avec des machines à ions piégés de IonQ. Pour que les gens sachent, c'est la librairie Python pour faire de la programmation quantique, notamment avec les outils IBM derrière, mais pas que. Donc, Qiskit, c'est l'environnement de développement qui permet effectivement d'adresser les machines d'IBM, mais en fait, c'est un open source. Donc, dans le fond, ça pourrait se prêter à utiliser n'importe quel hardware dessous. Et pourquoi pas, mais effectivement, il y a l'aspect aussi, on n'y va pas tout seul. Et c'est pareil pour IBM. Quand je parlais de ce IBM Quantum Network, là, il y a 180 membres dans le IBM Quantum Network. J'allais te demander justement la force d'IBM. Qu'est-ce que IBM amène à ses clients, que peut-être une start-up, je ne vais pas mettre en concurrence, mais peut-être la force d'un grand groupe dans l'informatique. Qu'est-ce que ça peut amener peut-être en plus auprès des clients en termes d'accompagnement dans les projets, de mise en commun, des forces de R&D, etc. Tu parles du network là. Oui, tu peux développer un peu. Oui, exactement. Oui. Donc l'approche d'IBM d'être extrêmement ouvert, c'est bien entendu d'avoir la modestie de penser qu'on ne va pas faire l'informatique quantique tout seul. C'est assez difficile en fait. On s'en rend compte quand on creuse. Donc, on s'appuie effectivement sur la construction de ce réseau et qui peuvent profiter des uns des autres. Alors, oui, et alors, bien sûr, un pilier important, c'est plus de 50 universités dans le monde qui participent à ce réseau et qui nous aident aussi, dans tous les domaines, dans la physique, dans les mathématiques et dans tous les domaines de progrès qu'on peut faire. Il y a le partenariat avec les startups qui peuvent accompagner au moins au début, sur des industriels qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'équiper en algorithmicien quantique ou tout autre domaine et qui bénéficient de l'accès aux machines, qui bénéficient de ressources de recherche chez IBM, donc ces startups qui peuvent effectivement accompagner dans le développement les entreprises. Et puis il y a les entreprises qui y vont et qui bénéficient de ce réseau, et puis de l'accès à un certain nombre de ressources, machines, mais pas que, chez IBM. En termes pour que l'on se projette un peu, en termes de timeline, quand vous accompagnez un client, j'imagine que ce n'est pas des projets courts, comme dans d'autres branches de l'informatique, on ne monte pas un site web en 3 semaines, là c'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est de l'accompagnement sur le temps long. On parle de quoi? On parle en années, on parle de... Comment ça se passe? Vous mettez à disposition du client, je sais pas, un staff niveau postdoc, PhD, vous envoyez quelqu'un travailler en mission chez le client. Comment ça se passe concrètement? C'est très multiforme, ça dépend du client. Donc soit ça peut être un abonnement pur et dur au réseau, et donc on bénéficie de ressources d'apprentissage dédiées, d'un support à ses utilisateurs, de l'accès aux machines, et puis d'événements qui permettent entre les membres d'échanger. Après, ça peut aller jusqu'à un accord de partenariat en développement, où effectivement on met les uns et les autres, on s'accorde sur quelle va être la cible d'un certain projet, on s'accorde sur la propriété intellectuelle qu'il y a autour de ça, et ça peut, comme j'ai cité quelques exemples, vous pouvez imaginer les enjeux qu'il y a autour de ça, et donc oui, ça peut être des projets de développement partagés. En termes de timeline, alors la timeline, on s'engage pas, en effet, c'est pas des projets de 6 mois, c'est des projets qui sont de 3 à 5 ans. Voilà. Parce qu'il faut ce temps-là pour réfléchir, pour se former, pour réfléchir, pour caractériser les cas, pour dimensionner les cas d'usage. C'est-à-dire que, en fait, le maître mot là, quand on va dans des projets comme ça, c'est faut repenser son cas d'usage en termes quantiques, valider que ça peut fonctionner ou pas. Donc ça, c'est une approche algorithmique et mathématique. Et ensuite, le maître mot, c'est de déterminer. On sait qu'aujourd'hui, les machines quantiques ne permettent pas d'avoir un avantage par rapport à un supercalculateur. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est à quelle échéance. Donc c'est pour ça que les constructeurs comme IBM publient un horizon. Et le maître mot, l'enjeu des expériences qui sont faites ensuite, c'est de caractériser ce qu'on peut tirer de mieux des ordinateurs d'aujourd'hui, mais surtout
de se projeter, de savoir se projeter dans le futur pour savoir si l'algorithme il va être viable et franchir la ligne qu'on a vue tout à l'heure là, et à quel horizon pour donner un avantage et là procurer faire ce qui n'est pas faisable sur un ordinateur classique ou qui n'est pas raisonnable d'être fait sur un ordinateur classique à cause du temps. Alors, tu disais tout à l'heure, là tu commences un peu à en parler justement, c'est le moment de rebondir. Tu disais aujourd'hui, en 2022, dans les quelques années qui viennent, l'approche, autour des approches dites hybrides, ce que tu as dit tout à l'heure, on fait travailler ensemble un CPU et un processeur quantique, un QPU. Tu peux peut-être expliquer un petit peu mieux comment ça marche. Est-ce qu'avec ça, on va avoir des accélérations, je veux dire, réellement significatives? Ou pas spécialement? Qu'est-ce que ça amène de plus comparé à de l'algorithmie conventionnelle? Est-ce que ça vaut, finalement, ma question, si je résume, est-ce que ça vaut le coup de faire de l'informatique quantique en 2022, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre 10 ans d'avoir des codes correcteurs d'erreur, donc un ordinateur quantique parfait, je dis 10 ans, mais ça peut être 20 ans. Oui, donc comme je disais, est-ce qu'il y a des choses à faire maintenant? On a des raisons de penser, il y a des gens qui ont montré que dans l'ère du NISQ, on aurait des résultats, de vrais résultats sur certains cas d'usage. Je parlais tout à l'heure de la simulation en chimie, de la science des matériaux, c'est plutôt là que ça se dirige. Et en effet, cette question du QPU utilisé avec son environnement classique, c'est effectivement ce qui se développe pas mal aujourd'hui avec des algorithmes dits variationnels qui permettent comme ça d'interroger l'ordinateur classique dans le cadre d'une exécution. C'est-à-dire on interroge l'ordinateur quantique, on interroge le chip quantique, on obtient un résultat et on fait varier des paramètres pour retourner de manière variationnelle pour tendre vers des résultats. Il y a des preuves, Variational Quantum Eigensolver, pour dire les gros mots, VQE prouve, ça se base sur un théorème qui prouve que on peut arriver à un résultat en faisant ce genre de méthode itérative. Okay. Et on a des raisons de penser qu'on aura des résultats, certains résultats dans certains cas, quelques résultats dans les années qui viennent. Et puis la généralisation, elle est à plus long terme. La généralisation en optimisation sur du calcul à variable discrète, ça va nécessiter d'attendre des ordinateurs qui seront plutôt à la fin des années 2020. Quoi. Espérons. Pour faire tout ça, il faut des projets, il faut de l'argent. Je vais rebondir un peu sur ce qu'on a laissé en suspens tout à l'heure, c'était le côté projet. Aujourd'hui, EDF, IBM aussi sans doute, et toutes les entreprises qu'on a ce soir, s'inscrivent dans des projets européens, des plans. Il y a le plan quantique français, il y a le financement européen, le flagship comme on appelle ça, 1 milliard d'euros là, sur 10 ans, le plan quantique 2 milliards là, sur 5 ans, c'est fort de ma part, j'arrondis. Quels sont les projets dans lesquels vous vous inscrivez? En quoi ça permet de développer l'activité autour du quantique, l'HEDF, peut-être recruter des thésards, tu me disais, quand on préparait la table ronde notamment? Oui, alors comme je disais, pour nous c'est très important d'inscrire ces travaux dans des partenariats. Effectivement, il y a deux vecteurs essentiels, hein, si je regarde plutôt la partie académique, mais pas que, ça va être les thèses ou les postdocs. Donc on va chercher à structurer notre programme de recherche autour de doctorat, parce qu'un doctorat c'est 3 ans. Si un postdoc derrière, ça peut être un peu plus. Et ça veut dire que pendant 3 ans, on a un chercheur à plein temps qui travaille avec nous sur le sujet. Et ça, pour nous, c'est la bonne manière de faire dans la période actuelle, on va dire. Et puis il y a les projets européens avec le Quantum Flagship européen. Et là aussi, c'est très intéressant parce que là, ça va être des projets de 3 à 4 ans. Maintenant se montent même ce qu'on appelle des Framework Partner Agreement qui vont être sur 5 à 7 ans. Des espèces de consortiums que la Commission reconnaît comme étant bien dimensionnés pour travailler sur le sujet et qui vont nous permettre de répondre à des appels à projets sur cette période-là. Et là, pour le coup, ce sont des partenariats académiques et industriels qui sont très importants parce que il y a le financement, mais c'est pas ça qui est uniquement le plus important. Il y a surtout la collaboration scientifique qui se mène dans ces cadres-là et qui permet d'échanger à la fois avec des académiques de très haut niveau et puis avec des industriels qui partagent des cas d'usage avec nous. Donc oui, tout à fait, que ce soit au travers des thèses, des postdocs et des projets européens, on essaye de structurer notre programme de recherche en utilisant ces outils-là. Ouais. Okay. Tu parles de postdoc, tu parles de PhD, ça nous amène au sujet de la formation, c'est également un sujet important, je crois qu'il te tient à cœur, et puis à moi aussi finalement. Aujourd'hui, on a parlé de physique, je repose la même question un peu que tout à l'heure, mais c'est quoi la voie royale et quelles sont les nouvelles filières qui sont en train de se dégager dans l'informatique quantique?
Alors ça permet en effet. Toi, tu n'es pas physicien, je crois, non, de base. Donc, non. Non, je suis ingénieur, tout simplement. Voilà. J'ai pas de PhD. Non, et ça fait le lien avec la question d'avant, parce qu'il y a aussi dans le plan quantique français et dans un certain nombre, il y a un volet sur la formation. Alors après, moi, j'observe et je participe comme toi. Je viens dans pas mal d'amphis, on rencontre des étudiants et on essaye de leur donner des armes pour le futur et puis éventuellement que quelques-uns se destinent à ça. Alors, en effet, après, c'est aussi un cas intéressant pour les étudiants. Même s'ils n'en font pas, c'est intéressant parce que moi, je considère que ça leur fait comprendre à quoi servent certaines maths, à quoi servent certaines physiques qui leur a semblé peut-être rébarbatives. Et puis, ils sont en général convaincus que l'informatique, ça sert à quelque chose. Mais voilà un cas dans lequel ils peuvent marier les trois savoirs. Et ça, je trouve que c'est une des difficultés de l'informatique quantique. Bon, il y a le mot informatique, mais c'est aussi beaucoup de maths et beaucoup de physique à un certain niveau. Oui. Mais on peut peut-être s'en affranchir un peu. C'est aussi ce qui peut motiver les étudiants quand ils arrivent dans un cours de ce style. Tu as dû le remarquer, c'est-à-dire qu'on voilà un cours où on va enfin. Peut-être que la quantique ça les a barbés, mais voilà le côté informatique, le côté pratique aujourd'hui motive beaucoup les étudiants à aller s'inscrire dans des cours de quantique. Ouais. Alors ce que j'observe, c'est que en effet, au travers de ces initiatives dans le cadre du plan quantique français, j'observe que les universités et les écoles après, moi, je suis dans cette affaire depuis 4-5 ans. Il y avait un peu, c'était le désordre. Ça reste encore un peu des initiatives ponctuelles, les uns et les autres. Il y a des écoles très, très attachées à ça, d'autres pas du tout, pour de bonnes raisons. Mais le plan quantique français invite à fédérer un certain nombre de projets dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt pour que, et j'observe que donc les universités commence à chercher une cible, qu'est-ce qu'il faut apprendre, comment, qu'est-ce qu'il faut donner à nos jeunes étudiants. Mais alors aujourd'hui, on est encore, ça a été dit longuement, on est encore dans quelque chose qui est d'un certain niveau et proche de la recherche. Et effectivement, pour travailler dans le domaine, je pense que c'est au-delà du master, quoi. Donc c'est vraiment après des thèses de doctorat et des post-docs qu'on peut travailler dans ce domaine-là. En 2022, le PhD, ça reste... Voilà. Après, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est 98% n'iront pas faire leur carrière là-dedans, mais il y a une probabilité forte que dans leur carrière d'ingénieur ou de scientifique, parce que leur carrière va durer 40 ans à partir dans quelques années, il y a une probabilité forte que cette chose-là émerge et qu'ils aient des pratiques et des usages et des décisions à prendre par rapport à ça. Et que donc, moi, ce que j'essaye de leur donner, c'est les armes pour pas se faire raconter d'histoires. Le jour où il faudra qu'ils réappellent ces notions-là et qu'ils sachent de quoi ça parle. Le format hybride, est-ce que tu as le test CIFRE aussi ? C'est un peu le mix finalement entre... Nous, on privilégie beaucoup ça, pas que, mais parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir justement ce partenariat académique et industriel sur un sujet précis, avec un objectif de mise en œuvre opérationnelle de la recherche, même si dans une thèse CIV, il y a bien les deux aspects, académique et applicatif. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, alors, c'est vrai qu'on a constaté ça, nous. C'est encore difficile, par exemple, de trouver des étudiants formés pour commencer une thèse. Aujourd'hui, parce que les cursus commencent à se mettre en place, mais ça, c'est encore assez récent. Alors ça commence, on contribue nous en l'occurrence sur le plateau de Saclay, mais il y en a beaucoup d'autres, à des formations, on supporte des formations à l'échelle locale, à l'échelle nationale et puis à l'échelle européenne aussi, on va se monter des cursus. Avec de belles initiatives comme par exemple des années de césure entre le M1 et le M2 pour spécialiser les étudiants dans l'algorithmique quantique et dans l'informatique quantique. Mais ça reste une difficulté. Et ce qui se passe aussi, c'est que finalement, le panorama là, a été présenté tout à l'heure. Bon, il n'y a pas tant de labos spécialisés là-dedans aujourd'hui que ça. Et du coup, souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que les pauvres enseignants susceptibles de encadrer des thèses sont surchargés. Et n'arrivent pas finalement c'est très difficile pour eux, ils ont déjà trop d'étudiants. Et il y a un goulot d'étranglement aujourd'hui, je pense qu'il est en train de se libérer petit à petit, mais ça reste une difficulté. Ouais. Ouais, je comprends. Je vois que ça fait 45 minutes, je peux encore parler longtemps avec vous, ça me ferait très plaisir, mais je vais garder 5 minutes pour les questions du public. Jean-Étienne ?
Je crois que c'est un parallèle légitime. Ouais. Et donc, comme disait Marc, l'avenir sera plutôt à des langages abstraits. Il restera toujours une couche de gens qui vont comme aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent les nouveaux processeurs et les nouveaux compilateurs et les techniques avancées, parce qu'on est dans un domaine aussi de haute performance, quoi qu'il en soit. Donc il y aura toujours un noyau là, mais ça ne sera pas ça l'industrie du génie logiciel quantique, qui sera plutôt abstrait, quoi. Je pense que dans 10 ans, ce sera même plus avec Python, ce sera, je sais pas, avec de la programmation avec des souris, là, avec des blocs. Il y a des entreprises d'ailleurs qui travaillent là-dessus. Je pense à ClassicU, je ne sais pas si tu connais, qui est une boîte israélienne qui travaille sur un niveau d'abstraction beaucoup plus haut, là justement. Il y a déjà des boîtes qui penchent là-dessus, quoi. En effet, oui, non, mais la comparaison est très bonne. J'ai un article que j'ai ressorti d'un type qui parlait de son début de carrière chez IBM en 1956. Il racontait 2 pages là que tous les matins, il allait chez le client à Paris, je ne sais plus où c'était, et tous les matins, il débuguait la machine. 1956, il y avait des lampes qui cassaient, quoi. Et puis tous les samedis, il prenait la machine pendant 2 heures et il faisait la maintenance, quoi. Et ces machines étaient très instables. Aujourd'hui, les machines, voilà, elles ont ça. Ouais. Et puis personne ne comprenait rien non plus dans les lampes, hein, je veux dire, les utilisateurs. Enfin, bon. Mais on réécrit cette histoire. On aime bien faire ce parallèle aussi en disant que les courbes d'accélération technologique aujourd'hui sont un peu plus rapides qu'il y a 70 ans. Ça, c'est pour inciter les gens à se dépêcher, parce que on dit aussi il ne faut pas louper le train, quoi. C'est d'ailleurs le sous-titre du rapport qui a été rendu au Premier ministre par Mme Paola Forteza en 2020, le virage quantique que l'on ne doit pas rater en France, quoi. Et c'est ça l'enjeu aussi des entreprises, c'est à quel moment s'y intéresser vraiment. Quand ça va venir, il y a beaucoup de courbes qui se croisent, quoi. La courbe de la facilité, ouais, okay, on peut attendre que ce soit facile, mais il faut prendre le train au bon moment pour en bénéficier, pour avoir un avantage. Parce que le jour où ce sera facile, tout le monde l'aura. Bon, ça sera moins différenciant, mais là, il y a des années où il y a un certain nombre d'enjeux, et c'est pas une décision facile de lancer des projets, parce que ça coûte effectivement cher, ça dépend des structures, mais il y a des structures qui n'ont pas un plateau avec 1500 chercheurs. C'est même rare, ça. Donc, c'est une décision à prendre de dire, bon, j'engage un projet dans ce domaine-là, quoi. Oui, non, mais juste un mot là-dessus, je pense que la comparaison vaut tout à fait. Après, c'est vrai que il y aura peut-être une différence. Aujourd'hui, l'informatique quantique n'a pas trouvé son transistor. Alors, quand même, ce qui a permis de s'abstraire complètement du matériel, au fond, c'est quand même ça. Et peut-être qu'on va rester pendant un certain temps, je ne sais pas dire quand, dans une situation où à la fois va se développer un génie logiciel quantique qui est absolument nécessaire, tout à fait, et en même temps où, comme on l'évoquait tout à l'heure, on aura encore certaines adhérences au matériel pour optimiser, par exemple, tel type de problème qui marchera mieux sur un type de hardware particulier, parce que les hardwares ont des propriétés quand même relativement différentes, hein, dans tout ce qui se développe aujourd'hui. On en parlera sûrement tout à l'heure. C'est ce qu'on voit dans l'IA déjà aujourd'hui. Il y a des processeurs spécialisés pour telle ou telle tâche, donc sans doute le sens de l'histoire, en effet. Donc c'est difficile en fait de dire comment ça va évoluer, mais c'est sûr que à terme, on va voir apparaître des couches logicielles de plus en plus abstraites, permettant de développer vers des calculateurs quantiques. Ouais. C'est possible, oui. Aujourd'hui, c'est complètement le cas dans la période NISQ, hein, où finalement, si on veut vraiment voir ce que fait le calculateur, il faut simuler le bruit. Et le bruit, il est complètement lié au hardware, c'est pas le même suivant tel ou tel techno. Alors voilà, est-ce qu'on va rester là-dedans encore 10 ans ou moins Je crois que c'est très difficile à dire. Tu as des entreprises aujourd'hui dans l'industrie quantique qui sont que sur la couche, je vais dire, software, qui font des partenariats avec différentes boîtes du hardware pour justement paralléliser, c'est pas le bon terme, mais multiplier les types d'approches physiques en termes de back-end, de sorte à pouvoir benchmarker un algorithme sur tel processeur, et voir, c'est pas dit que tel algorithme se comporte mieux sur celui-ci et que ce sera pareil pour le deuxième algo. Donc tu peux benchmarker des processeurs quantiques en testant des algos différents sur différents et voir ce qui ressort le mieux sur chacun. C'est une façon de benchmarker justement avec des algorithmes, différentes plateformes. Donc ça se fait. Je prends même chez IBM, vous avez des partenariats avec d'autres boîtes. Je parle de qubits Supra depuis tout à l'heure, mais vous avez des partenariats avec une boîte autrichienne, si je parle de bêtises, IQT, qui fait des ions piégés. Donc si on en fait la demande, on peut également exécuter l'algo en Qiskit sur des ions piégés, qui est une autre approche, pour le coup, complètement différente des qubits Supra. Enfin, c'est le jour et la nuit même, c'est l'inverse l'une de l'autre, quoi. Alors les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et vice-versa, quoi. Donc il y a matière à tester, quoi. Ouais. D'autres questions ? Ouais, je vais peut-être monter un micro, je vais piquer le tien.
Oui, ça va, l'amphi est petit. C'est pas une question facile. Enfin, il y a une première réponse qui est facile, mais qui est très vraie, je pense. Ce qu'on a constaté là, maintenant, depuis 3 ans qu'on travaille sur le sujet, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nos thésards sont quand même limités par le nombre de qubits. C'est une réponse très, très ferme. C'est difficile de prouver des avantages quantiques sur les machines NISQ où on a au plus quelques dizaines de qubits. C'est difficile parce qu'il y a un problème de passage à l'échelle, tout simplement. Et c'est très très difficile d'affirmer que, sur la base des résultats qu'on a sur des machines à quelques dizaines de qubits maximum, que tel algo qui a bien marché là, qu'ils ont fait au moins aussi bien qu'un algo classique, si on avait, je sais pas, 8000, 10 000, 100 000 qubits, là on aura un avantage qui apparaîtrait. Donc je dirais le premier niveau de réponse à votre question, c'est indiscutablement le nombre de qubits. Et quand on a dit ça, évidemment, le problème de la décohérence et du bruit vient derrière. Parce que quand on parle comme utilisateur, quand on parle de qubits, on parle de qubits logiques, évidemment. On parle de qubits qu'on peut utiliser comme variables dans nos problèmes. Donc ça veut dire que derrière, il y a tous les qubits physiques qui vont bien pour les codes de correction d'erreur et pour limiter la décohérence. Donc moi j'ai l'impression que voilà, la question aujourd'hui pour nous comme industriels, c'est qu'on teste, on fait de la recherche, on s'aperçoit que ça marche. Je vais être très concret. Le problème que j'évoquais tout à l'heure d'affectation de véhicules électriques sur des bornes, avec un petit nombre de véhicules, il fait aussi bien que les meilleurs algos classiques qui résolvent le même problème sur la machine de Pascal. Bon. Parfois, il fait même mieux, alors qu'il ne devrait pas, parce qu'on a des preuves théoriques qu'il ne devrait pas. On ne sait pas très bien pourquoi, mais parfois, il fait même mieux. Bon. Mais en tout cas, je vous parle là d'une trentaine de véhicules. En nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en traiter 10 000, quoi. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si cet algo porté sur ce hardware-là, qui est l'algo QAE, en l'occurrence, un algo spécialisé dans l'optimisation quantique, pourrait nous aider à résoudre des problèmes avec 10 000 véhicules. On ne peut pas le dire, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui nous bloque le plus. C'est pareil pour nos physiciens. Ils ont des super résultats de simulation quantique, mais sur des toutes petites molécules. Et donc, ils aimeraient bien pouvoir tester des molécules plus grosses, et pour ça, il faut des machines plus puissantes et moins bruitées. Ouais. On m'a demandé 3 trucs, j'en ai dit 2. Là. J'en ai peut-être un troisième pour compléter. Ah oui, alors ça c'est effectivement, alors ça c'est pas une question facile non plus. C'est-à-dire que alors, dans les années qui viennent, moi je pense qu'il va y avoir les deux aspects vont se nourrir. C'est-à-dire que quand on va avoir des machines de plus en plus efficaces, de moins en moins bruitées, probablement que l'algorithmique va être boosté aussi. Et puis, dans le domaine de la complexité algorithmique, il y a encore plein de questions ouvertes scientifiquement. Par exemple, l'intrication, on a beaucoup de mal à caractériser exactement son apport en termes de complexité algorithmique. Et donc, j'espère, je pense, et d'ailleurs c'est passionnant, que dans les années qui viennent, les chercheurs vont inventer de nouveaux algorithmes avec des speed-up intéressants, parce que ce domaine va progresser en même temps que le hardware progresse. On peut vraiment faire ce pari-là. Je pense que ça va se nourrir comme ça. Et il va y avoir aussi une progression en termes algorithmiques sur ces sujets-là. Et dernier mot rapidement là-dessus. Si on prend un algo qui marche bien, qui donne un bon speed-up, en général, effectivement, ils sont généralistes et sur une grande classe de problèmes. Si vous parlez de l'algo de Grover, c'est un speed-up quadratique. Disons que grosso modo, ça divise le temps de calcul par 2, où on peut résoudre dans le même temps des problèmes 2 fois plus gros. Mais c'est des problèmes qui peuvent être très très gros. Du coup, l'avantage n'est pas négligeable. Même si ce n'est pas un speed-up exponentiel, ça peut être quand même très intéressant pour un industriel de résoudre un très gros problème en 2 fois moins de temps, quoi. Donc voilà, il y a les deux aspects. Ces algos sont généralistes et donc peuvent vraiment apporter quelque chose. Et on peut espérer que dans les années qui viennent, ce domaine fasse encore des progrès et donne encore de meilleurs résultats, quoi. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. On va applaudir.